L'enseignant français Michel Briand, enlevé au Liban puis libéré par les Syriens hier, est arrivé ce soir à Paris. Sécurité, lutte contre le terrorisme, préparation de la nouvelle carte électorale, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, invité de cette édition de 20h. Youri Gagarin, c'était il y a 25 ans. Depuis le premier homme de l'espace, la conquête spatiale a beaucoup évolué. Enfin, Paris Saint-Germain, champion de France de football. Il y a 50 ans, c'était le Racing. Et depuis, on attendait. Aujourd'hui, samedi 12 avril 1986, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Seurat, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Janssen, Jean-Louis Normandin et Aurel Cornéa, n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Il y a donc toujours 8 otages français au Liban. Le 9e, Michel Briand, enseignant, enlevé mardi, a été libéré hier. Mes premières pensées, après ma libération, sont allées aux otages français encore détenus. C'est ce que déclarait Michel Briand ce matin à Damas, en Syrie, quelques heures avant de rentrer en France, à Paris ce soir, où il vient d'arriver. À notre confrère Nabil Jabour, du bureau de l'agence France-Presse à Damas, Michel Briand a raconté un peu des circonstances de son enlèvement et de sa libération. J'ai été enlevé par un homme, un seul homme m'a pris par le bras, m'a emmené vers une voiture et m'a fait mettre dans le coffre. Voilà, il était armé. La voiture a démarré et je n'ai pas quitté le coffre. J'ai changé, la première nuit dans une maison, la deuxième nuit dans une autre maison, la troisième nuit dans une autre maison également. J'ai été extrêmement bien traité. Ils se sont montrés d'une grande gentillesse avec moi. J'avais avec eux des rapports que je qualifierais d'amicaux. Entre vos ravisseurs et vos libérateurs, il n'y a pas eu de coup de feu? Ah mais alors ça c'est le dernier, la dernière nuit. Oui. Voilà, il y a eu effectivement un échange de coups de feu, mais j'ai entendu de nombreux coups de feu. Quelqu'un m'a sorti de la voiture où je me trouvais, mais enfin, il faut voir, j'avais les yeux bandés, les mains attachées dans le dos. Cette personne, l'un de mes gardiens m'a jeté à terre. On a continué à tirer. Il y a encore eu quelques coups de feu, la voiture est partie. Et je me suis retrouvé, donc, des hommes sont venus me délivrer et j'ignore leur identité. Je pense que dans quelques instants, nous serons en mesure de vous diffuser les premières paroles de Michel Briand qui vient d'arriver à Orly. Le gouvernement français a fait part de ses remerciements, se déclarant heureux du retour à la liberté de Michel Briand. Il a fait part de ses remerciements à ceux qui l'ont permis. Ce sont les Syriens, Édouard Laure. Oui, tout à fait, parce que quelle que soit la façon dont Michel Briand a été libéré, il s'est finalement retrouvé entre des mains syriennes et très vite à Damas. Mais ce qui amène à se poser la question, pourquoi Michel Briand est si vite et pas les autres otages? Là, on peut imaginer que les ravisseurs de Michel Briand ont commis, si l'on peut dire, une erreur en le transférant de Beyrouth vers la plaine de la Bekaa, un secteur du Liban où les Syriens sont maîtres du jeu à 100%. Qu'en revanche, il n'est pas évident que Damas connaisse avec précision l'endroit où sont détenus les autres otages français. Si par exemple ils sont, comme on le suppose, dans la banlieue de Beyrouth, là les Syriens ne sont pas seuls maîtres du jeu. Et ce qui amène donc à se dire deux choses. Un, que ce dénouement par la Syrie de l'enlèvement de Michel Briand peut inciter les ravisseurs pro-iraniens des autres otages à se montrer beaucoup plus vigilants et en premier lieu vis-à-vis de Damas. Ou alors la Syrie sait parfaitement où elle met les pieds et vient de donner aux ravisseurs un sérieux avertissement. Ce serait tout à fait positif pour tous les otages français du Liban. Alors Michel Briand vient d'arriver à Orly. Patricia Coste pour Antenne 2 était là-bas pour recueillir ses premières déclarations après sa libération. Michel Briand. Français d'accueillir ce soir à Paris notre compatriote Michel Briand. Très heureux, nous sommes très heureux. Bien, naturellement. Comment est-ce que vous vous sentez, monsieur? Une seconde. Je voulais également saisir cette occasion pour remercier les autorités syriennes du rôle qu'elles ont joué dans la libération de M. Briand. Voilà. Je vous donne la parole parce que je crois que... Bougez plus. Je suis très heureux d'être libre. Je ne suis resté que 3 jours. Ça a été pénible, bien sûr, mais enfin, j'ai quand même assez bien supporté. Je suis quand même très fatigué. Et il a pas trop bas quand même. Ensuite, je n'ai rien de
spécial. Sur les circonstances de ma libération, je ne peux rien dire exactement, mais enfin, le rôle joué par la Syrie est important. Je tiens également aussi à beaucoup remercier les autorités syriennes pour le rôle qu'elles ont joué dans ma libération et la façon dont j'ai été accueilli ensuite en Syrie, tant par les autorités syriennes que par l'ambassadeur de France. Quand on vous a enlevé le bandeau, vous avez vu quoi? J'ai vu 3 hommes, mais enfin maintenant c'est tout. Vous avez des fusils de chasse? Et je sortais d'une embuscade. Je vous avoue qu'en ce moment-là, on n'est pas très lucide. Bon, et vous avez je vous remercie. emmené, Je suis extrêmement fatigué. Je ne peux pas rester plus longtemps. Est-ce que vous pouvez raconter les circonstances de... Michel Briand, qui vient d'arriver à Orly, interviewé, mais qui ne veut pas forcément tout dire de ce qu'il sait pour des raisons bien évidentes. Michel Briand qui était accueilli par Jean-Bernard Raymond, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Les prises d'otages, les attentats perpétrés en Europe afin d'attirer l'attention sur la situation au Moyen-Orient, le terrorisme, c'est, je crois, Monsieur le ministre, la première préoccupation d'un ministre de l'Intérieur, Monsieur Pasqua. Oui, c'est la préoccupation du gouvernement dans son ensemble, et plus particulièrement la préoccupation du ministre de l'Intérieur et de mon collègue Robert Pandreau, ministre qui, auprès de moi, est plus particulièrement en charge de la sécurité. Vous avez l'impression que c'est un état de guerre? Je crois que le terrorisme est un fléau mondial. Je crois que tous les pays sont menacés, mais que malheureusement la France figure désormais parmi les cibles favorites. Alors il faut se donner les moyens de lutter contre ce fléau. Il y a des moyens juridiques, il y a des moyens pratiques. Le premier de ces moyens, c'est naturellement la coordination et la concertation avec tous les autres pays qui sont frappés par ce même fléau. Qu'est-ce qui vous manque comme arme dans cette guerre? Qu'est-ce qui vous manque comme arme dans cette guerre? Je crois tout d'abord qu'il a manqué aux autorités françaises la prise de conscience en temps utile de ce que représentait réellement comme danger pour notre pays ce qui s'était mis en route. Je n'en veux pour preuve d'ailleurs que le fait, et je ne polémiquerai pas, je me contente de le constater, je n'en veux pour preuve que le fait que, poussés par une sorte d'angélisme, nos prédécesseurs ont cru qu'à partir du moment où ils militaient, c'était en tous les cas leur sentiment et leur conviction pour une société plus juste, ceux qui luttaient par des moyens violents contre le système abandonneraient ce genre de lutte. C'était une vue de l'esprit. Et je n'en veux pour preuve que le fait qu'à peine libérés, les responsables d'action directe ont repris les actions violentes. Or, il est clair que dans un pays démocratique comme la France, et dans tous les pays démocratiques, le terrorisme doit être mis hors la loi. Il n'y a aucune raison, aucun prétexte, aucune excuse à utiliser la violence pour se faire entendre. Tous les moyens existent. La liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté d'expression. Par conséquent, on n'a pas à recourir à la violence et surtout, lorsqu'il s'agit de prendre comme otage, on le voit en Syrie, mais on l'a vu aussi dans notre pays, et de faire porter ses coups sur des innocents. Cela, le gouvernement actuel ne le tolérera pas. L'insécurité doit changer de camp. Entre les terroristes et nous, eh bien, la guerre est engagée. Justement, Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Est-ce qu'en, par exemple, en prenant des mesures exceptionnelles, mettant en place des dispositifs un peu spectaculaires, on ne risque pas de donner au terrorisme, qui n'est pas encore très important en France, plus d'importance qu'il n'en a? Mais nous ne prenons pas de mesures particulièrement spectaculaires. Nous allons prendre les mesures que tous les autres pays démocratiques ont prises avant nous. Nous allons d'abord centraliser les renseignements, nous allons contrôler davantage nos frontières, nous allons établir un système informatisé de contrôle des visas, nous allons délivrer des cartes d'identité infalsifiables et nous allons procéder aux vérifications et aux contrôles qui sont indispensables. On a souvent voulu opposer la sécurité des citoyens et les droits de l'homme. Moi, je crois que les deux sont indissociables. Je voudrais d'ailleurs que l'on considère davantage le ministère de l'Intérieur comme le ministère de la paix qu'autre chose. Je ne connais rien de plus beau comme nom que celui que l'on donne aux agents de la force publique qui sont au bas de l'échelle, ceux que l'on voit dans la rue. Ils s'appellent comment? Gardiens de la paix. Ils militent, ils risquent leur vie pour que tout le monde vive en paix. Le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la sécurité, à la tranquillité et à la paix. Ça veut dire pas de mesures d'exception, pas de tribunaux d'exception, pas de loi d'exception? Non, ça veut dire utiliser tous les moyens que donne la loi pour poursuivre ceux qui se sont mis hors la loi. On n'a pas besoin d'un arsenal supplémentaire. On a besoin de lois supplémentaires, nous allons les proposer au Parlement.
On a certainement besoin de coordonner à la fois les recherches, c'est ce à quoi nous nous employons, et aussi l'instruction. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre, dans sa déclaration, a notamment proposé la création d'une chambre spécialisée à la Cour d'appel de Paris, parce que lorsqu'on instruit une affaire... Ça ne sera pas la Cour de sûreté de l'État? Non, mais ce sera une chambre spécialisée avec des gens qui seront habilités à suivre la totalité d'une affaire et non pas avoir des procédures morcelées et éparpillées en différents points du territoire. Oui, l'insécurité, Monsieur le ministre, c'est aussi la délinquance, la petite et la grande. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut changer dans le dispositif dont vous héritez, à votre avis? Écoutez, je crois qu'il faut d'abord que chacun remplisse son rôle. Le rôle de la police, c'est d'une part d'assurer la prévention et aussi la répression. C'est malheureusement indispensable. À partir du moment où des gens enfreignent la loi, il faut bien utiliser des moyens pour les contraindre à rentrer dans le droit chemin et à respecter la loi. On entend plus, pardon de vous interrompre, on entend plus parler de répression que de prévention depuis. Oui, on en entend surtout parler par ceux qui commentent. Mais il est bien évident que nous ne dissocions pas la prévention de la répression. Alors il y a aussi eu cette phrase qui a été interprétée de Monsieur le Premier ministre Jacques Chirac, parlant de couvrir la police. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a des bavures, on fermera les yeux, ou ça veut dire que c'était mal interprété? Écoutez, vous avez des citoyens qui ont accepté, qui ont choisi, parce que finalement la police est une sorte de vocation, on n'entre pas dans la police comme on entre au PTT tout de même. C'est un métier un peu plus difficile avec davantage de risques. On a choisi de se consacrer à la protection de ses concitoyens. Par là même, on accepte, parce qu'il faut y penser, chaque année, des dizaines de policiers et de gendarmes paient de leur vie le risque qu'ils ont assumé, ils l'assument jusqu'au bout. Ils paient de leur vie la défense de leurs concitoyens à laquelle ils se sont voués. Alors, pour remplir convenablement leur mission, les membres des forces de l'ordre ont besoin de quoi? Ils ont d'abord besoin que la population sente qu'en réalité, c'est pour assurer la paix et la tranquillité publique qu'ils prennent ces risques. Et ils ont donc besoin d'être compris et soutenus par la population. Ça n'a pas toujours été le cas. Et ça ne l'est pas encore tout à fait. Ça fait partie de nos préoccupations. Et nous allons nous y atteler. Et dans le même temps, ils ont naturellement besoin de se sentir à la fois soutenus et compris, aidés par leurs supérieurs. Comment voulez-vous que des gens aillent jusqu'au bout de leurs responsabilités s'ils pensent qu'au-dessus d'eux, il y a surtout des gens qui ne prendront pas les leurs de responsabilité? Chacun doit prendre les siennes. Monsieur le ministre, le gouvernement semble lier le problème de l'insécurité et celui des étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les étrangers se sentent globalement montrés du doigt? Non, on ne doit pas lier les deux problèmes, mais je crois que les étrangers, enfin vous voulez parler des immigrés, je crois que les immigrés ont besoin, plus que les autres encore, d'un pouvoir qui prenne en main les problèmes de sécurité. Parce qu'il y a une petite partie des immigrés qui, par leur comportement et par la façon dont ils enfreignent la loi et par les actes de délinquance auxquels ils se livrent, font rejaillir sur l'ensemble de la population immigrée, qui ne le mérite pas, une sorte de phénomène de rejet ou de condamnation. Ça, nous ne l'acceptons pas. Alors il faut que les choses soient claires. M. Tria, moi je suis gaulliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que je suis un de ceux qui se sont engagés pendant la guerre, derrière le général de Gaulle, qui ont combattu le racisme, le nazisme, etc. Donc tout ce qui peut, de près ou de loin, s'apparenter au racisme, nous le combattrons et nous ne le laisserons pas se développer. Pas de délit de faciès dans les rues? Pas du tout. Et la meilleure manière de l'empêcher, c'est que l'on dise aussi ceci. Lorsqu'un délinquant est un délinquant, ce n'est pas parce qu'il sera un immigré qu'il sera arrêté, mais s'il est immigré, ça ne le protégera pas d'être arrêté. Monsieur Pasqua, une dernière question, elle concerne la carte électorale. On vous a représenté avec des grands ciseaux et on a parlé de découpage, de charcutage. Est-ce que la garantie de la commission de magistrats est bien réelle? Est-ce que nous saurons ce que ces magistrats vous recommanderont ou vous feront comme conseil? Écoutez, j'ai reçu des instructions du Premier ministre et du gouvernement pour préparer la loi électorale. Et j'ai donc présenté au nom du gouvernement un projet de loi qui donne le maximum de garanties pour montrer
que nous ne voulons pas faire ce que nous avons reproché à nos prédécesseurs. Je rappelle que ceux qui nous reprochent à l'heure actuelle ou qui nous suspectent de vouloir charcuter sont des spécialistes. Parce que pour arriver à faire une loi... C'est une spécialité de l'ensemble de nos politiques. Non, on n'en était quand même jamais arrivé au niveau où on en est arrivé. Pour arriver à faire en sorte qu'à Marseille, à la suite de découpage, celui qui a le plus de voix n'est pas maire et que celui qui en a eu le moins est élu, il faut quand même le faire, vous l'admettrez avec moi. Alors, nous avons pris un certain nombre de précautions. Nous avons dit, nous maintenons le même nombre de députés au plan national. 577. Et nous maintenons le même nombre de députés par département. Nous rétablissons la loi électorale telle qu'elle existait auparavant. Nous demandons simplement à l'Assemblée nationale, parce qu'on ne peut pas faire autrement, de nous donner le pouvoir de pratiquer par ordonnance pour redécouper les circonscriptions. Alors je reconnais que nous sommes dans une situation plus favorable pour redécouper que ce que nous l'aurions été s'il avait fallu redécouper les circonscriptions il y a un an. Si le gouvernement de l'époque, au lieu de choisir la proportionnelle, avait choisi de redécouper, c'eût été plus difficile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il partait de circonscriptions qui existaient. Aujourd'hui, la table est rase. Mais nous avons pris d'autres précautions. Et nous avons dit notamment, nous posons un certain nombre de conditions et de règles. Nous avons dit, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il ne fallait pas qu'il y ait un écart supérieur à 1,8%, c'est-à-dire presque 2 fois, entre la plus petite région, la plus petite circonscription et la plus grande. Nous disons 15% seulement. Et dans le même temps, nous avons créé une commission. Alors aujourd'hui, il y a un grand débat, on me dit, mais est-ce que les travaux de cette commission seront rendus publics? Mais moi, c'est ce que j'ai proposé. Donc vous souhaitez que ce soit public et vous le direz. Le gouvernement a proposé que les avis de cette commission soient rendus publics. Nous ne l'avons pas retenu dans le projet de loi, parce que le Conseil d'État a considéré que la publicité qui serait donnée à ces travaux serait en quelque sorte un préalable à l'examen auquel le Conseil d'État se livrera ultérieurement. Nous n'avons rien à cacher. Nous jouerons carte sur table, tout le monde connaîtra la nature de nos travaux avant même que le gouvernement en décide. Merci M. Pasqua d'avoir été notre invité. Merci. Le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Bernard Raymond, a adressé aujourd'hui un message à son homologue iranien. Les otages français du Liban ne sont pas évoqués dans ce message. A priori, il s'agit de rétablir seulement le dialogue avec l'Iran. Le Premier ministre Jacques Chirac était aujourd'hui pour une très courte visite de quelques heures en Côte d'Ivoire où il était reçu par le président Houphouët-Boigny. M. Chirac s'était entretenu ce matin auparavant, avant de quitter la France, avec le primat de Pologne, Joseph Glemp. L'ancien secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, l'ancien secrétaire d'État chargé de la mer également, M. Aymar Achilfould, est décédé. Il venait d'être élu député UDF de la Gironde. Il était âgé de 60 ans. Il avait été plusieurs fois ministre entre 1973 et 1976. Il était maire d'une petite ville de Saint-Laurent-et-Bénon, en Gironde. Pour régler le contentieux entre la France et la Nouvelle-Zélande, après l'affaire du Rainbow Warrior, des contacts réguliers sont établis. Selon le Premier ministre néo-zélandais, M. Langui, ce sera un long processus avant de libérer les 2 agents français, Alain Maffar et Dominique Prieur. Les ministres des Affaires étrangères européens se réuniront lundi pour examiner les répercussions possibles pour l'Europe de la crise entre les États-Unis et la Libye. Le président du Conseil italien, Bettino Craxi, s'est voulu rassurant. Il n'y a pas de risque d'affrontement avant lundi, a dit M. Craxi. À Rome, le pape Jean-Paul II effectuera demain une démarche historique. Il se rendra à la synagogue de Rome. Le Vatican précise bien que c'est une visite de nature purement religieuse et qu'il n'est pas question d'une reconnaissance officielle de l'État d'Israël. Mais c'est un premier pas. Commentaire Jean-Claude Darigo. Christianisme et judaïsme, 20 siècles de rapports difficiles et parfois tragiques, avec au centre du contentieux la personne de Jésus, Messie et Fils de Dieu pour les chrétiens, un accident de l'histoire est l'origine de bien des malheurs pour les juifs. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, au moins certains d'entre eux, acceptent de se parler, même si de part et d'autre, on ne peut sans légèreté faire comme si les pogroms, le génocide, les attentats antisémites n'avaient jamais existé. C'est dans ce contexte que s'inscrit le geste du pape Jean-Paul II dimanche, à la synagogue de Rome. Il a fallu 2000 ans pour que l'Église catholique dise que c'est pas bien d'être antisémite et que les Juifs, après tout, ne sont pas des déicides, des tueurs de Christ. Alors maintenant, depuis 20 ans, on a fait du chemin pas mal et on espère de procéder dans cette direction. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que le pape dise à la synagogue dimanche? Ah, je souhaite beaucoup de choses. Je souhaite qu'il demande pardon pour tout ce que les chrétiens ont fait aux Juifs pendant 2000 ans et plus, 2000 ans. Je souhaite il faut que l'Église
Si elle veut dialoguer avec nous fertilement, elles doivent nous reconnaître comme une religion, comme une civilisation, comme une culture qui a la même dignité et la même légitimité que l'Église catholique. Ça, c'est ce que je m'attends du pape. Est-ce que vous pensez que le geste du pape ne peut pas amener l'Église catholique à reconnaître l'État d'Israël? Moi, je pense que c'est dans la nature des choses, ça. Parce que ce n'est pas seulement une question de politique internationale. Le juif, l'essence juive, c'est quoi? C'est cette identité, cette unité entre le peuple, le livre et la terre. Or, aujourd'hui, cette unité de peuple, livre et terre ne peut pas ignorer l'existence de l'État d'Israël. À la une de la plupart des journaux soviétiques, aujourd'hui, Youri Gagarin. Il y a 25 ans, en effet, c'était le premier vol de l'homme dans l'espace. Gagarin fut un héros. Il ouvrait une ère de conquête spatiale qui mena jusqu'à la Lune, mais pour laquelle plusieurs hommes, on le sait maintenant, notamment en Union soviétique, ont péri. Commentaire de Jacques Violet. 12 avril 1961, Youri Gagarin devenait un héros. Premier cosmonaute d'une sélection sans merci. Sur 3000 candidats, 20 furent sélectionnés, tous pilotes de l'armée de l'air. Volonté, discipline, plus une santé irréprochable. Examens médicaux, entraînements intensifs, centrifugeuses et tests divers pour une mission spéciale, comme on disait alors à ces hommes. Certains furent exclus pour indiscipline, état d'ivresse. 2 sont morts à l'entraînement, un autre s'est suicidé parce qu'il n'acceptait pas d'avoir été exclu. Pour la première fois, la presse soviétique donne des noms, montre des photos, révèle avec une étonnante franchise cette page d'histoire tenue secrète jusqu'à aujourd'hui. On apprend par exemple que de nombreux accidents sur les fusées, sur les premiers exemplaires des vaisseaux Vostok ont eu lieu pendant les essais et les mises au point à vide ou avec des animaux. Les systèmes étaient rudimentaires et défaillants. 3 semaines seulement avant le vol historique, Gagarin était choisi. Il allait devoir s'asseoir, se recroqueviller dans une minuscule capsule. On ne savait rien à l'époque des effets de la pesanteur sur l'homme. Allait-il survivre aux accélérations? Exploit technique, exploit personnel également. Un tour de notre planète en 108 minutes. Et Gagarin revint sur Terre sain et sauf. L'URSS avait un héros. Un héros qui devait mourir dans un banal accident d'avion. Chaque printemps, l'URSS lui rend hommage, enterré comme tous les héros dans les murs du Kremlin. La conquête de l'espace a continué. En 25 ans, 250 hommes et femmes de différentes nationalités sont allés dans le cosmos. Que sont devenus les bébés issus des nouvelles techniques de reproduction, c'est-à-dire la congélation d'embryons effectuée avec succès à la maternité Antoine Becler à Clamart par les docteurs Papiernik, Friedman et Testard. Aujourd'hui, pour Antenne 2, Martina Laregno et Philippe Lallet ont pu rencontrer l'un des 2 bébés ainsi conçus. Guillaume est en famille, il va bien, on lui dira peut-être plus tard d'où il vient. Voici Guillaume, la vedette venue du froid. 7 jours aujourd'hui. Un beau bébé, on ne peut plus normal, de 4 kilos, né à terme. À le voir ainsi, qui pourrait s'imaginer qu'il est le fruit précieux d'une fécondation in vitro suivie d'une congélation d'embryons? Pourtant, voici 11 mois, l'œuf fécondé en éprouvette qui est à l'origine de Guillaume a passé près de 60 jours dans l'air liquide à moins 196 degrés avant de poursuivre son développement dans l'utérus de sa mère pour une grossesse normale. Ses parents ont encore du mal à réaliser. Après 7 ans de lutte contre la stérilité et 4 échecs in vitro, ils n'y croyaient plus vraiment. Aujourd'hui, ce beau résultat les encourage. Ils nous ont confié que dans quelque temps, ils envisageront par le même procédé de donner à Guillaume une petite sœur si possible. Très à l'aise, malgré nos éclairages, ce dernier est resté serein tout au long de notre rencontre, jusqu'au moment où il nous a fait comprendre très clairement que l'entretien était terminé et qu'il avait faim, tout simplement. Sport automobile, demain Grand Prix de Formule 1 d'Espagne. Alors après les séances d'essai, voici la grille de départ des pôles positions pour demain. Ce sont les Brésiliens Ayrton Senna sur Lotus Renault et Nelson Piquet sur Williams Honda qui sont en première ligne. Vous allez voir cette grille de départ. Je vous signale que René Arnoux, qui est en 3e ligne sur l'IG Gitane, a laissé l'unique moteur Renault de l'équipe IG à Jacques Lafitte qui partira en 4e ligne. Je crois que nous n'aurons pas la composition de cette pole position. Je vous rappelle donc Ayrton Senna et Nelson Piquet, les 2 Brésiliens, sur la première ligne de ce départ de ce Grand Prix d'Espagne qui se disputera à Jerez. En rugby, victoire logique de l'équipe de France. Vous l'avez vu en direct sur Antenne 2 cet après-midi. Les Français rencontraient la Roumanie. C'était à Lille, 25-13. Les Français ont gagné avec 5 essais.
Football, Bernard Tapie est devenu le nouveau patron de l'Olympique de Marseille après une assemblée générale du club. Et puis le PSG, grâce à une course victoire 1-0 sur Monaco hier soir, a conclu en beauté sa saison. Les Parisiens sont champions de France avant même la fin du championnat. Ce n'est plus l'équipe d'un soir, comme on disait. Dominique Leglou le montre bien au travers d'un homme, le capitaine parisien Luis Fernandez. 89 minutes de souffrance et d'angoisse devant Monaco, avant qu'arrive le but de la libération parisienne. Le but d'Omar Sen, qui fait du Paris Saint-Germain 85 le premier champion de France de l'histoire du club. Un club vieux de 13 ans. Un but à l'arraché, pas très beau, mais tellement important. Un but qui fait basculer le Paris Saint-Germain dans une autre ère. Jusque-là, le Paris Saint-Germain, c'était Paris à faire. Vous vous souvenez sans doute de l'histoire de la double billetterie, de la démission du président Echter. C'était Paris canaille et sa bande de supporters un peu envahissants. Paris excentrique, vous n'avez pas oublié les gestes fétichistes du président Borelli. Paris, c'était l'équipe d'un soir, l'équipe de la coupe. 2 victoires en 82 et 83 et 2 fois les mêmes gestes, les gestes d'une exubérance communicative. Et puis cette année, Paris a changé à l'image de son capitaine, Luis Fernandez. Look refait, efficacité accrue, talent multiplié. Les victoires ont succédé aux victoires. 6 mois d'invincibilité, 190 jours exactement. Paris est devenu enfin régulier, Paris s'est calmé. L'homme du changement, Gérard Houllier, le nouvel entraîneur, l'homme sage. L'entraîneur, c'est celui qui, en quelque sorte, quelquefois réduit un petit peu les incertitudes qui peuvent exister au niveau du joueur. C'est celui qui donne la confiance. La confiance et la sérénité. Le Paris de Fernandez est devenu adulte. Faut le vouloir le match, hein, il faut se défoncer, hein. On n'a rien à perdre ici, hein, les gars. Paris n'a pas dilapidé son capital, a su le préserver jusqu'au bout, et ce n'est pas toujours facile. Et pour le tiercé de demain, Pierrette, nous irons à Longchamp. Exactement, Longchamp qui nous offre une fois de plus un programme de très grande qualité avec des courses classiques passionnantes telles que le prix de la Grotte qui désignera sans doute la lauréate de la poule d'essai des pouliches, le prix Grefful, première poule d'essai préparatoire au Jockey Club, et le prix Junier, surtout pour vos turfistes, eh bien, le tiercé qui se jouera dans une très belle course handicap, le prix du Bel Air. Cette course révèle généralement un poulain de 3 ans promu à un très bel avenir. Alors le prix du Bel Air se dispute sur 1950 mètres et la difficulté de cette épreuve, c'est bien sûr la ligne d'arrivée qui est très longue, arrivée au 2e poteau. Alors cette course réunit 16 concurrents et ces concurrents devraient avoir à la fois une pointe de vitesse et beaucoup de tenue. Et parmi ces 16 concurrents, voici le pronostic que je vous propose maintenant de jouer. Avec Fluctuate en tête, le numéro 4, auquel j'oppose Loyal Double, le numéro 2, et Cali Dancer, le numéro 8. Ensuite, eh bien, je pense que nous pourrons faire confiance à Dangerous Ground, le 3, Zagliago, le 12, Silverstock, le numéro 15, Tchekhov, le 7, Angan, le 5. Je vous répète leur numéro, 4, 2, 8, 3, 12, 15, 7 et 5. Voilà. Bonne chance. Et pour la météo, on retrouve Laurent Boussier. Et oui, et malheureusement, demain, le printemps ne sera toujours pas au rendez-vous. Les jours passent, l'hiver s'accroche, même si les températures seront en légère hausse. Regardez la photo satellite. Les nuages qui étaient aujourd'hui sur la France, surtout sur le nord et sur l'ouest du pays, s'en vont. Ils s'en vont vers l'est, mais ils vont être trop vite remplacés par ceux qui étaient sur l'Atlantique. Alors, de nouveau, une carte du temps prévue pour demain extrêmement nuageuse. Une carte où l'on voit des nuages sur la majeure partie du pays, sauf près de la Méditerranée où il y aura du soleil. Une carte où l'on revoit un petit symbole de neige sur le nord des Alpes. De la neige et quelques rares chutes de pluie sur la majeure partie du pays, avec quand même encore une fois quelques rares éclaircies sur les bords de l'Atlantique et sur le Nord-Pas-de-Calais. Côté température, alors c'est la petite bonne nouvelle puisqu'elles sont en légère hausse, de 4 à 6 degrés, 7 degrés à Paris sur la moitié nord. Ça n'est pas beaucoup 7 degrés à Paris puisque la normale en cette saison, un 13 avril, c'est 15. Nous sommes 8 degrés en dessous des normales, c'est vous dire, et de 5 jusqu'à 15 degrés sur la moitié nord. J'ajoute que ce très petit redout est partout sur l'Europe puisqu'il fera demain 8 degrés à Glasgow et 18 à Palerme, Glasgow en Corse, Palerme en Sicile. Notre agenda pour terminer, demain sera le 13 avril, le soleil se lèvera à 7h06, se couchera à 20h37, 3 minutes de soleil en plus et nous fêterons les Ida. Après Michel Drucker et ses Champs-Élysées, vous avez les Enfants du Rock et puis Bernard Palino pour le dernier journal à 23h25. À demain 20h, bonsoir, merci.